Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonsoir. L'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale du Shahid. Et par une heureuse conjonction, c'est aussi la journée officielle, on va dire, pour commémorer la création de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. Et dans les deux cas, malheureusement, il y a mal-donne. Mal-donne côté officiel, bien sûr. Parce que comme pour toutes les grandes dates qui ont marqué notre histoire, les faux-semblants ont pris le pas sur l'essentiel. Le Shahid n'est plus célébré que dans des manifestations de pure forme, entre gâteaux et limonade, discours creux et fleurs recyclables. Le temps d'une journée pour sacrifier aux formalités. Et l'on oublie, ou l'on feint d'oublier, que ces mêmes Chouhada, dont c'est la journée nationale aujourd'hui, ont porté ce rêve de Grand Maghreb que tous les mouvements de résistance contre l'occupation dans tous les pays nord-africains ont toujours inscrit dans leur action de réaliser ce grand ensemble maghrébin. Et ils feignent d'oublier ces notables blablabla de circonstances qui sont dans la commémoration à l'emporte-pièce, dans la pompe, dans le protocole, dans le discours versifié, où la rime se grime, où elle rime avec frime. Ils feignent d'oublier que les pays voisins de l'Algérie, tout particulièrement le Maroc et la Tunisie, mais pas seulement, ont immensément contribué à la révolution algérienne, qu'ils l'ont porté à bout de bras, qu'ils l'ont accueilli et qu'ils ont accueilli nos compatriotes qui s'étaient réfugiés par dizaines de milliers dans leur territoire, qu'ils ont permis que leur pays soit des bases arrières du combat libérateur, ce qui leur occasionna de graves problèmes, jusqu'à des bombardements de leurs villes par l'armée coloniale, jusqu'à des mesures de rétorsion particulièrement éprouvantes. Nos barons bien-aimés, oh combien! Ceux-là qui font déposer des gerbes de fleurs artificielles au bas des stèles commémoratives ne disent jamais que le sang de nos voisins et frères maghrébins s'est mêlé au nôtre, que des Marocains, des Tunisiens, mais pas seulement, sont morts au combat dans nos maquis, dans nos montagnes, pour que l'Algérie soit libérée du colonialisme. Et il en est de même dans ces cérémonies toutes protocolaires, juste protocolaires, qui convoquent aujourd'hui, comme à chaque fois, une fois l'an, cette formalité du 27e anniversaire de la création de l'UMA. Juste un échange de politesse formaté entre ceux-là même qui sont la cause de l'enlisement de ce grand rêve maghrébin. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons voulu évoquer la commémoration du Grand Maghreb des peuples sous l'égide, sous les auspices, sous le patronage bienveillant de la mémoire de ceux qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie, tous maghrébins avec leurs frères algériens, pour que nous soyons libres et dignes. Et nous ne parlerons pas d'union maghrébine arabe, mais de Grand Maghreb des peuples, parce que si nous ne renions pas et que nous ne renierons jamais notre intimité et notre ancrage à l'arabité, nous ne voulons pas faire injure à l'identité matricielle du Maghreb, à son amazirité. Nous ne renierons rien de toutes les dimensions de notre identité commune, notre amazirité, notre arabité, notre islamité, sans pour autant privilégier l'une sur l'autre. Nous sommes tout ce que nous sommes, et nous sommes tous, nous tous, les Maghrébins, fondus sur un même moule, tournés vers un même horizon, une même aurore, le grand Maghreb des peuples. Et c'est à nous, peuple maghrébin, qu'il appartient désormais de relever le défi. Certains, parmi nos dirigeants, ne sont pas prêts pour cela. C'est à nous, peuple du Maghreb, qu'il appartient désormais de prendre notre destinée en main. Nous créerons le Grand Maghreb, avec ou sans nos dirigeants. La tâche sera rude, laborieuse et semée d'embûches, mais rien ne nous arrêtera.
nos regards seront tournés vers un seul objectif, la réalisation d'un ensemble maghrébin dans une communauté de destin, une politique commune et une solidarité agissante entre les peuples mauritaniens, marocains, algériens, tunisiens et libyens. Aujourd'hui, Algérie Focus. 29e anniversaire de l'UMA, le Maghreb plus que jamais divisé, par Essaïd Ouekli. Liberté. Par achèvement de la construction du Maghreb, UMA, les bonnes volontés à l'assaut des vieilles résistances, par Soufiane Aïtiflis. Le mag.ma. L'UMA, 27 ans après, un bilan toujours mitigé et en deçà des aspirations du peuple de la région. avec nous aujourd'hui, Ahmed Bargaoui, tunisien qui réside à Paris, Omar Fassi Fihri, marocain, député PJD à Fès. Je rappelle qu'Ahmed Bargaoui est président du CERMA à Paris. Omar Fassi Fihri, député PJD à Fès. Brahim Younsi, président de l'UDM Paris. Et avec moi sur le plateau, mon collègue Rachid Messoudi. Je vais commencer d'ailleurs par Rachid Messoudi. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Rachid. Merci à toi, oui. Alors, ce grand rêve maghrébin. D'abord, pourquoi le grand Maghreb? Pourquoi ce besoin qu'ont les peuples maghrébins de vouloir créer un grand ensemble? Oui, bon, on a à peu près au moins 8 points pour cela. D'abord, nous avons un bloc territorial, un même bloc territorial. Nous avons 2 groupements ethniques arabo-berbères dans toute la région. Nous avons une même religion qui est en même temps le ciment de tous ces groupes ethniques. Nous avons cette même religion, nous avons le même madhab au sein de cette même religion. Nous avons une unité linguistique arabe et berbère. Nous avons le même dialectal. Un Algérien comprendrait un Tunisien qui comprendrait un Marocain, etc. Et nous avons encore plus que ça, les mariages, surtout au niveau des frontières, entre Algériens, Algériennes, Marocains, Marocaines, Tunisiens. Je connais même à l'est algérien, du côté de Tébessa, une même tribu, les Ouled Abid, voilà, dont une moitié est en Tunisie, une moitié est en Algérie. Et donc ça, c'est le problème des pareil aux frontières avec le Maroc. Voilà, ça c'est le problème de la puissance coloniale qui a tracé les frontières d'une manière arbitraire, comme ça a été fait en Afrique, où on a des Africains qui parlent de la même tribu, certains parlent anglais, l'autre parle français, ils ne se comprennent pas entre eux. Ouais, ça c'est une autre question. Ouais. Nous avons ces mariages là-bas, mais aussi nous constatons les mariages intermaghrébins ici en Occident, en Angleterre, c'est une vérité d'évidence, en France également. Et donc, cette idée du Maghreb uni, même ça a été reflété par l'émir Abdelkader qui, selon l'historiographie, il a préféré le titre d'émir au lieu de roi en Algérie, par respect au roi du Maroc. Oui. Puis par la suite, il y a eu l'idée des nationalistes algériens, mais Salih Hadj, avec son étoile nord-africaine et non pas algérienne. Ouais. Et même, on dit que c'était même l'idée de l'émir Khaled avant lui. Ouais. Et donc, finalement, nous avançons au moins ces 8 points que pas mal de blocs modernes n'ont pas. Et ça milite. À ce sujet, j'aimerais signaler un roman, d'ailleurs, il s'appelle Idriss, un roman maghrébin. Il a été écrit par Ali El-Hammami, un Algérien qui a vécu longtemps au Maroc et qui parle de ce grand rêve maghrébin. Mais c'est un roman passionnant, je le conseille à tout le monde. Ce que je voulais dire, Rachid, regarde, par exemple en Europe, aujourd'hui ils ont réussi à créer une communauté européenne. Pourtant, d'abord ils se sont déchirés dans des guerres. On connaît la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est des millions de morts. Ensuite, c'est des gens qui ont des religions différentes, protestants, catholiques, orthodoxes. Ensuite, ils ont des langues différentes, allemand, français, espagnol. Et ensuite, ils ont des types différents.
Un Allemand, un Espagnol ne se ressemblent pas. Hein. Ce n'est ni la même culture, ni la même cuisine, ni le même aspect, ni le même faciès. Alors que nous, moi je te mets au défi, je te ramène un Marocain, un Tunisien, un Algérien, un Libyen, tu ne peux pas différencier. Par exemple, je te ramène un Algérien de l'Ouest, dans la région d'Oujda. Il parlerait plus marocain qu'algérois. Ça veut dire que vraiment on est fait pour devenir un seul peuple. Certainement, mais même avant la puissance coloniale, peut-être qu'il y avait un semblant de frontière, mais les gens se déplaçaient carrément. On n'avait pas de problème de passeport, on n'avait pas de problème de visa. Un Marocain, selon la tradition islamique, qui vient dans le territoire, disons, algérien, il était pris en charge par ses frères. La question des 3 jours, il va à la mosquée, il est pris en charge, etc. Et c'est un peu comme ça. Puis même dans l'histoire, les Mouahidines, les Almoravides, les Almohades, le Morabitoun, le Mouahidoun, c'était un seul pays. Le Morabitoun, le Ribat. Oui. Voilà. Mais il y avait vraiment une communauté de destin. Exactement. Et des frontières ont bougé avec les dynasties, les Hafsides, les Mérinides. Ça a bougé, les frontières ont bougé, mais il n'empêche que les Rostémides, il n'empêche qu'il y avait des grandes étendues dans nos pays où il n'y avait pas ces frontières. On a eu cette idée typiquement européenne du nationalisme qui finalement a été le grain de sable dans les rouages et ça nous a causé tout ça. Malheureusement, nos dirigeants de la période post-indépendance ont hérité de ça et ils ont essayé de consolider cette idée de séparation des 3 peuples. C'est pas seulement séparation, c'est antagonisme aujourd'hui. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire pour nous monter les uns contre les autres, entre Marocains et Algériens aujourd'hui, c'est la guerre quasiment. Si on va l'idée du Maghreb des peuples, c'est une idée qui a été prise par, lancée par Boumedienne à un moment donné, dans la période post-indépendance. Mais pour lui, le Maghreb des peuples, ça vient par en haut et sous son égide à lui. Voilà, et donc ça a truqué les choses déjà au départ. Oui, absolument. Nous allons recevoir Mohamed Bargaoui, président du Centre d'études de recherche sur le monde arabe. Mohamed Bargaoui est avec nous. Ahmed Bargaoui, je m'excuse, je suis désolé. Ahmed Bargaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir. C'est vrai, le sujet est un peu problématique. Mais on va l'aborder quand même avec toute objectivité et avec confiance et en plus avec, disons-le, avec un peu plus d'optimisme pour la construction de ce qu'on appelle l'Union du Grand Maghreb. C'est vrai, j'ai publié un article il y a quelques années en disant que cette union devient illusoire, c'est une illusion de la construction des gens qui n'ont pas les moyens. Je dis bien les gens, c'est-à-dire les dirigeants à l'époque n'avaient pas les moyens pour aboutir à ce grand projet, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres projets en parallèle de l'Union européenne qui, bien entendu, n'a pas vu de la même perception que nos dirigeants à l'époque. La construction, elle a peut-être vu aussi de mauvais yeux, ce que j'appelle la construction du Grand Maghreb, qui peut, à leurs yeux, les responsables de l'Europe, qui peut, comment dirais-je, avoir des conséquences sur leur économie, leur Union européenne sur le plan social. Donc, il n'y avait pas à l'époque un encouragement de la part des grands dirigeants de l'Union européenne, comme à l'époque, je me rappelle bien, soit à l'époque de François Mitterrand ou après, avec Jacques Chirac, jusqu'à ce qui a créé l'ex-président Nicolas Sarkozy, ce qu'il appelait donc plutôt l'Union il a préféré l'Union de l'Europe avec le sud méditerranéen, y compris Israël. Il a voulu bien sûr intégrer la composante d'Israël. La fameuse Union méditerranéenne. Jusqu'à maintenant, on est entre optimisme et pessimisme, entre, malheureusement je le dis, le terme, l'illusion et la réalité des choses. Mais après, à votre avis, Ahmed Bargaoui, à votre avis, comment faire pour que ce soit plus problématique, comme vous avez dit? Malheureusement, en
suspens. Il n'y a eu aucune initiative depuis quelques années. Il me semblait nécessaire à ce que cette union ne peut se faire qu'à partir, à mes yeux, de deux éléments, de deux facteurs importants. Les peuples, bien entendu, comme vous l'avez avancé, et votre invité Rachid, il l'a bien exprimé, que les peuples sont très proches, même, j'ose dire, sont unis. Malheureusement, on a un problème politique qui malheureusement prend les devants de cette approche d'union. Et je préfère, moi j'ai avancé une réflexion à l'époque en disant, faisons en sorte de commencer par une union économique qui n'a rien à voir, il faut l'émanciper, c'est-à-dire de la lourde impact politique entre les pays du Maghreb, et faisons en sorte de libérer un petit peu le marché entre ces 5 membres de l'Union maghrébine, qui peut permettre par la suite une union sociale. Après, il me semble, ça vient à la fin, l'union politique, parce qu'on ne peut pas arriver jusqu'à maintenant en avançant tout de suite la composante politique. Restez avec nous, Ahmed Bargaoui. Je reviens à vous dans un instant. J'accueille à présent Omar Fassi Fihri, député du PJD au Maroc. Omar Fassi Fihri, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci, merci. Alors, d'après Ahmed Bargaoui, il parle d'illusoire, de projet illusoire. Il préconise, devant la difficulté de la tâche, d'y aller par étapes, de commencer par une union tant soit peu économique pour commencer à avancer. Et vous-même, comment voyez-vous ce grand Maghreb des peuples? Écoutez, lorsqu'on va seul, on va vite. Et lorsqu'on va ensemble, on va loin. Très bien. Le privilège que nous avons, comme vous avez si bien dit au départ, c'est que effectivement nous partageons pas mal de choses. L'essentiel, nous le partageons. Et je crois qu'avec la volonté et avec la persévérance, bien entendu, il faut bien faire les choses et il faut faire les bonnes choses. Je crois que c'est ça le défi qui se pose à nous actuellement. Aujourd'hui, je crois fermement que dire que tout va bien n'avantage pas ce projet tellement cher à nos cœurs et à nos esprits. Et dire que c'est une illusion, je crois que c'est un terme que je ne préfère pas. Je préfère dire qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir et qu'il faudrait le parcourir ensemble, parce que nous avons parcouru tellement de sentiers de l'histoire que je suis confiant qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, qu'il y a encore beaucoup de travail, heureusement, parce que c'est le travail qui forge l'état d'esprit et qui va forger, Inch'Allah Ta'ala, nos relations à venir. Mais Omar Fassi Fihri, excusez-moi de vous interrompre. Le problème aujourd'hui est que nos dirigeants respectifs, les uns plus que les autres, très certainement, je ne veux pas entrer dans ce débat, ne sont pas très disposés en fait. Ils restent dans des positions très antagonistes, fermeture des frontières par exemple entre le Maroc et l'Algérie, problème en ce moment avec par exemple les Libyens, où l'armée algérienne est en train de masser des troupes, qui menacent, si jamais il y a un souci, de fermer quasiment la frontière tunisienne avec la Tunisie. Donc si nous comptons sur ces dirigeants, ce ne sera pas possible tout simplement. Pourquoi vous, les politiciens, les élus notamment, n'essayez pas d'initier quelque chose qui vienne du fond des peuples plutôt que de compter sur les dirigeants et sur les politiques des uns et des autres? Écoutez, il faut tout pour faire un monde.
que chacun fasse son travail. Nous, de notre côté, nous faisons pas mal de travail dans ce sens. Maintenant, il faudrait une poussée citoyenne des différents peuples. Il faudrait que ça soit efficace et efficient. Donc, il faudrait accomplir notre devoir à tous dans un sens qu'il y a maintenant l'unanimité des différents peuples. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a dans nos peuples une conviction profonde que le Maghreb arabe doit être uni dans le bon sens. Vous savez, pour faire une union, c'est pas forcément d'être identique. Il faut chercher la complémentarité. Et je crois qu'avec Si Ahmed qui est intervenu auparavant, que je salue, à l'occasion, je crois qu'il a dit qu'il faut commencer par quelque chose d'économique au départ, peut-être. Je dis que c'est une bonne démarche parce que justement il faut monter les marches de l'escalier et il faut commencer par ce qui nous unit et non pas ce qui nous désunit. Et lorsqu'on commence à parler, moi je rencontre mes collègues algériens, tunisiens, libyens, mauritaniens, des différents parlements qui sont les représentants de nos peuples. Vous savez, il y a une unanimité. Maintenant, pour créer une force qui va drainer dans le bon sens, dans le sens de l'union, il faudrait faire du chemin ensemble parce que c'est le chemin qui va faire la différence. Lorsque moi, je rencontre un ami député à la COP 21, par exemple, à Paris, et que je me rends compte que les problèmes sont les mêmes, que le chemin à parcourir reste intact et que chacun de nous peut faire quelque chose de son côté pour aller de l'avant, vous savez, ça donne des ailes. Maintenant, la volonté vient de la pression. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une force dans notre société civile. Il faudrait qu'elle bouge dans le bon sens. Restez avec nous, Omar Fassi Fihri. Je reviens à vous dans un instant. Rachid? Oui, c'est juste pour aller dans le sens de Si Omar Fassi. Peut-être qu'on peut toujours commencer par quelque chose de plus facile, ce sont les échanges culturels. Ça cimente encore plus les populations et ça permet de créer une base pour d'éventuels échanges économiques. Mais là, il faudrait une volonté. Il n'y a même pas de volonté pour ouvrir des frontières. Oui, bon, surtout d'un côté. Ouais. On sait que, par exemple, le Maroc était disposé, mais l'Algérie ne l'était pas. Ouais. Et donc, il y a toujours ce problème. Mais il me semble que les échanges culturels, envoyer des acteurs, il y a des acteurs déjà qui partent au Maroc et d'autres qui... Des artistes. Oui, exactement. Des artistes qui partent au Maroc et qui le disent. Bon, ils avaient des petits tracas, mais comme dit ici Fassi, il faut faire une petite pression. Et la pression vient de la société, elle vient des peuples, et c'est comme ça que le changement pourrait s'amorcer. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Brahim Younsi, Omar Fassi vient de dire quelque chose, moi je ne suis pas très d'accord, j'aimerais avoir votre avis. Il est en train de dire, oui, déjà nous devrions commencer, nous, les élus, les députés notamment, quand ils rencontrent des élus tunisiens, des élus... vous pensez que les élus sont élus de la même manière, par exemple au Maroc et en Algérie, que les députés algériens représentent vraiment le peuple algérien? Certainement pas. Certainement pas. Je suis du même avis que vous sur ce plan-là. Le Maghreb ou l'Union du Maghreb ne s'est pas faite parce que les régimes politiques d'abord sont différents. Souvenez-vous, toutes les querelles, notamment entre le Maroc et l'Algérie, sur les questions de régime politique. Les uns, les Algériens, dénonçaient le système monarchique et les Marocains critiquaient, stigmatisaient le système, ce qu'ils appelaient à juste titre d'ailleurs, le système militaro-bureaucratique algérien. Donc les systèmes politiques sont différents. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre
de paramètres qui devaient unir cet ensemble. Un ensemble déterminé d'abord, avant son histoire, par sa géographie. À savoir que cet espace territorial est une unité elle-même. Il n'y a pas de frontières ou ce qu'on appelle les frontières naturelles, oui. comme cela est le cas dans un certain nombre de pays européens, notamment entre la France et l'Espagne, ou entre l'Allemagne et la France, etc. Ceci étant, l'unité ou l'union du Maghreb, il faut le dire aussi, vous en avez cité avec Serrachid tout à l'heure, et vous-même vous avez parlé par exemple des Almoravides, des Mourabbitoun, ou des Mouahidoun, des Almohades, qui ont unifié, notamment les Almohades, l'ensemble du Maghreb. Mais cette unification s'est faite par la force. C'est faite par la force des armes. Et c'est par la force des armes, et c'est Rachid on a parlé, que le madhab que nous avons, le malikisme, a été imposé à l'ensemble du Maghreb, à l'exception de quelques enclaves que nous connaissons, notamment l'ibadisme, etc. Bon. Mais l'unité du Maghreb a été faite, ou presque toujours faite, par la force. D'ailleurs, l'empire almohade tombe et c'est de nouveau la division, et vous en avez pour vous-même, Sidi Jamel-Din, à la division du Maghreb qui s'est faite entre Mérinides, Hafsides et Abdelwadid ou Zianides chez nous, ce qu'on appelait le Maghreb central. Nous sommes restés dans ces divisions-là jusqu'à bien entendu, la conquête ottomane au XVe siècle. La conquête ottomane qui ne s'est pas installée au Maroc, contrairement au reste du Maghreb, Libye, Tunisie, Algérie. Bien entendu, oui. Évidemment. Évidemment, le Maroc n'était pas conquis par l'Empire. Ni la Mauritanie d'ailleurs, ni la Mauritanie. Absolument. Oui. Il y avait la Libye, l'Algérie, la Tunisie, oui, dans cet espace, évidemment. Il fallait Abdelkader, l'émir Abdelkader, c'est Rachid, on a aussi parlé, qui avait eu une idée du Maghreb. D'ailleurs, le sultan de l'époque, Abdelrahman Ben Hicham, s'était un peu opposé à l'émir. D'ailleurs, il était rentré jusqu'à Tlemcen. Mais au moment de la défaite d'Abdelkader, c'est au Maroc que l'émir, c'est au Maroc qu'il se réfugie, l'émir Abdelkader se réfugie, et vous avez parlé tout à l'heure des bombardements, notamment à Saïd Sidi en 1958, en Tunisie, parce que les combattants algériens, les moudjahidines algériens, y étaient réfugiés. La même chose s'est produite au début des années 1840, vers les 1843-44. La France bombarde Tanger, bombarde Mogador, parce que l'émir était réfugié au Maroc. Ce qui a poussé le roi du Maroc à demander à l'émir de quitter le royaume. Il avait peur de subir une colonisation. Mais sinon, Brahim Younsi, après la colonisation, dont nous rappelons que, contrairement à ce qu'on croit, que le colonialisme français s'était installé au Maroc, en Algérie et en Tunisie, sous des formes différentes. Protectorat ici, colonie directe là. Mais sinon, quand le colonialisme est parti, il a laissé des frontières. Elles sont ce qu'elles sont. Ce sont des frontières artificielles qui ont été créées, dessinées par un crayon colonialiste. Là, on n'en disconvient pas, on est d'accord. Mais les choses étant ce qu'elles sont. Pourquoi, tout en restant dans ces frontières, parce qu'on ne peut pas faire autrement de toutes les façons, pourquoi ne pas commencer une dynamique tout en gardant les frontières, tout en gardant les régimes politiques, chacun a son propre régime, ses propres orientations, commencer au moins par une union
économique complémentaire de pays qui se complètent les uns les autres, ouvrir les frontières, permettre une circulation des personnes, des biens. Pourquoi ne pas commencer par ça? Il y a un événement important qui s'est produit le 27 avril 1958, à savoir la conférence de Tanger, réunissant les trois grands partis nationalistes de l'époque, c'est-à-dire le parti de l'Istiqlal, sous l'autorité de Halal Fassi, le Néo-Destour avec Bourguiba, et le Front de Libération Nationale que représentait Farhat Abbas, qui se sont réunis à Tanger et qui ont sorti une déclaration, un texte. Ce texte-là, ou cette conférence, cette réunion, avait pour but de concrétiser une fédération maghrébine. Cela n'a pas été fait pour les raisons que vous connaissez. Vous parlez de problèmes de frontières. D'ailleurs, ces frontières-là, pour l'ensemble de l'Afrique, pas seulement pour le nord de l'Afrique, la charte de ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine avait déclaré l'intangibilité. Or, il faut du colonialisme. Pardon? Des frontières héritées du colonialisme. Héritées du colonialisme. Héritées du colonialisme, absolument. Vous savez ce qui s'est passé en 1963. Il faut évoquer aussi cette guerre que l'on appelle la guerre des sables, qui le Maroc continuait à revendiquer des pans entiers de territoires placés du côté algérien, des terres algériennes revendiquées. Encore hier ou avant-hier, le chef du parti de l'Istiqlal continue à les revendiquer, en dépit du traité d'Ifrane, qui n'a toujours pas été d'ailleurs ratifié par la partie marocaine, alors que, en principe, les questions frontalières avaient été aplanies en 1969. Mais je suis globalement d'accord sur un point avec les précédents intervenants, sur la construction ou le début de la construction d'une unité maghrébine. Permettez-moi juste de citer en 1964, après la guerre que hélas les deux pays ont faite en 1963, Ahmed Mla disait, je lis, comme ça je ne vais pas tronquer la déclaration, Ahmed Mla disait en 1964, la solution de notre différend avec le Maroc, frère, est d'abord économique. Donc, à l'époque, le pouvoir algérien, le président de la République algérienne, Ahmed Mla, avait déjà dit par quoi il fallait commencer. Il fallait commencer par une union économique. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un instant. Je m'excuse de vous avoir interrompu pour essayer de répartir un peu le temps de parole de façon à peu près équitable. Je reviens à Ahmed Bargaoui. Donc, Brahim Younsi semble abonder dans votre sens. C'est-à-dire qu'il dit que pour commencer, effectivement, peut-être vaudrait-il mieux commencer par cette vision économique de la coopération pour aller ensuite vers autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, de toutes les façons, j'ai une approche un peu différente de mes amis. L'approche consiste à un petit peu, je disais, à moderniser, à aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Union européenne, elle est faite tout d'abord sur des différences. Et là, je rejoins un de vos invités lorsqu'il a dit il faut qu'on accepte la différence. Je suis entièrement d'accord. On ne peut pas faire le monde avec ce que j'appelle exactement, j'étais même contre ce qu'on appelle le concept de mondialisation, l'unicité de la couleur, l'unicité de la politique, l'unicité des cultures, ça je suis contre. Et moi, je suis pour la diversité du Maghreb. Et de ce point de vue, j'évite les clivages politiques. La France et l'Allemagne, ils ont fait les deux guerres mondiales ont été faites en Europe. Et on sait bien la guerre acharnée qui a fait des millions de morts entre la France surtout et l'Allemagne.
Mais en fin de compte, ils se sont aboutis actuellement à un accord d'union entre ces deux grands pays pour dire on va tout d'abord établir des relations économiques. Et ils ont commencé par le volet économique. La France et l'Allemagne, ils ont commencé par une coopération, un partenariat économique. Et ils ont cru les peuples. Parce que ce qui manque actuellement sont des études. L'échange commercial entre l'Union européenne et l'Europe s'élève globalement à 70-75% de chacun des pays membres du Maghreb, avec la France en particulier, et s'élève entre les membres de l'Union maghrébine entre eux à l'intérieur seulement à 5%. 5% entre qui? Entre la Tunisie et le Maroc? 5% général, je parle entre les général. pays membres. Entre les pays maghrébins. 5% contre 70% avec l'Union européenne. Exactement, et 70-75% vers l'Europe. Et vous pensez que l'économie des pays maghrébins peut être complémentaire, qu'ils peuvent trouver des marchés réciproques les uns chez les autres? Et c'est ce que exactement les experts, même en Europe, j'ai des collègues ici en France, à Paris, ce qu'ils m'avancent comme thèse, ils me disent, mais c'est paradoxal que vous êtes capable maintenant d'établir des échanges économiques entre vous qui va vous permettre par la suite, et en plus la richesse qui existe au Maghreb dépasse largement ce qu'on déclare actuellement. C'est-à-dire on est capable actuellement d'établir, de libérer un petit peu les marchés entre les pays membres du Maghreb pour qu'on puisse avancer tout d'abord. L'échange culturel, moi je ne pense pas qu'il est primordial dans cette phase de transition vers une démocratisation, si j'ose dire, économique, et par la suite ça sera une démocratisation culturelle. Il faut faire en sorte tout d'abord de s'approcher du volet économique c'est ce que moi j'ai toujours donné cet exemple simple. Notre présence en France, elle est différente et harmonieux en même temps. Différent, on est de notre origine maghrébine et pourtant on vit en Europe avec une culture européenne. Et pourtant on a des points communs. Il y a une entente, il y a ce qui unit maintenant les différentes communautés en France, c'est le volet économique, même si on est différent culturellement et des fois socialement. Et moi, je constate qu'on puisse avancer la construction de l'Union maghrébine tout d'abord par un échange. Mais Ahmed Bargaoui, d'après vous, quelle est la nature de ces échanges entre nos pays? Quel genre d'échange pourrions-nous commencer à entretenir? Écoutez, il y a une belle expérience de toute façon, soit en Asie, entre l'Indonésie, le Malaisie et le Japon. Cet échange consiste tout d'abord à établir une plateforme de coopération entre les entreprises concernées dans différents secteurs. Actuellement, entre la Tunisie et l'Algérie, il y a une certaine approche cohérente et il commence déjà à avancer dans ce volet. La Tunisie, elle a pris l'initiative actuellement aussi avec le Maroc. La Libye, malheureusement, elle est dans une phase plutôt de gestation. Donc moi, lorsque vous me posez la question par quel volet il faut commencer, tout d'abord, faire en sorte de mettre en place une plateforme économique qui réunit les entreprises de chacun des pays membres et faciliter les échanges. Après, il faut faciliter. Au lieu maintenant de chercher un partenariat au Brésil, avec l'Amérique du Sud, ou bien avec l'Asie, ou bien avec l'Europe, faisons en sorte tout d'abord de prendre l'initiative à l'intérieur de l'Union. Et il faut faciliter ça. Facilitation, qu'est-ce que vous entendez? Financière, fiscale, douanière?
Sur tous les plans. Sur tous les plans. Restez avec nous, Ahmed Bargaoui Rachid. Je voulais juste élaborer un tout petit peu sur ce qu'a dit Si Bargaoui. Quand j'ai parlé du culturel, moi, c'est parce que l'élément qui cimente toutes les... vous voyez, par exemple, on nous ramène des groupes africains, on nous ramène des groupes américains, etc. Et je ne vois pas pourquoi on ne puisse pas nous ramener des groupes marocains, tunisiens... D'autant plus qu'on s'apprécie les uns les autres. D'une part. D'autre part, le problème, c'est que ça crée une certaine... Ça détend l'atmosphère, ça crée la sympathie et ça déblaye le chemin pour l'économique, pour le politique qui viendront après. Quand il y a cette pression à partir de la base des peuples pour s'unir, les autres, tôt ou tard, les décideurs politiques suivront. Et puis encore, le problème, malheureusement, de nos jours, c'est que nos peuples sont soumis à la propagande des dirigeants. Ouais. En Algérie, la propagande contre le Maroc, la propagande contre l'Algérie, la Tunisie, etc. Et donc, le fait d'essayer de promouvoir ce côté cimentaire qu'est la culture, ça, comme tu as dit, ça détend, ça fait revivre la sympathie. Moi, je suis d'accord. Ça montre qu'il n'y a pas de différence entre l'Algérien et le Marocain, qui est arabe ou berbère, qui parle arabe, qui a la même histoire, le même territoire, etc. etc. Et donc, si tu veux, c'est toujours cet élément. Les Français et les Allemands le font, alors que en fait, les Allemands et les Français, surtout le côté français, c'est la peur de l'Allemagne qui a fait que la France s'accroche à l'Allemagne, parce que avant, Madame Thatcher l'a dit dans ses mémoires, Mitterrand lui a proposé de faire un pacte contre l'Allemagne. Et bon, elle a refusé. C'est de la politique. Et donc, bon, voilà. Omar Fassi Fihri, selon vous, d'après vous, comment faire face à ce que Rachid qualifiait il y a un moment de propagande des uns et des autres pour monter nos peuples les uns contre les autres. Je vous donne un exemple. Vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple en ce moment, Facebook par exemple, mais il y a une haine incroyable. Et ils ne sont pas beaucoup, les gens qui y sont. Ce sont des gens, des Baltagia qui sont envoyés, les Marocains pour tirer sur les Algériens, les Algériens pour tirer sur les Marocains, et c'est vraiment d'une haine viscérale. Comment faire pour lutter contre ça et ne pas laisser nos peuples être montés les uns contre les autres? Merci d'avoir posé la question. Anna, je vous poserai une autre question. Combien y a-t-il de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, de Libyens, de Mauritaniens qui pensent du bien des autres? Une grosse majorité. Une grosse majorité. Ben voilà, ce que vous me dites, je suis désolé de répliquer, de vous dire que il ne faut pas... les médiocres, ils existent partout. Les méchants, ils sont partout. Mais une goutte d'encre noire peut vous altérer un litre d'eau pure. Donc, voilà. Si nous n'avons pas, tous les gens de bonne volonté, n'ont pas assez de volonté pour aller de l'avant dans le bon sens, je suis désolé, nous ne méritons pas cette union. J'y vais. Donc moi, je me jette à l'eau. Je vous dis, sincèrement, pour monter des choses qui sont durables, qui sont faisables, je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de planification à installer, beaucoup de méthodologie et beaucoup d'application dans les réalités. Moi, lorsque je vois l'histoire, c'est comme voir dans un rétroviseur lorsqu'on est sur une voiture. Et il faut voir de temps en temps le rétroviseur, mais il ne faut pas en faire son affaire tout le temps, sinon on risque des accidents de parcours. Ce que je vous dirais, c'est que le cheminement de chaque pays dans le sens de la démocratie est quelque chose de fondamental pour bâtir une union qui est solide et durable. Je m'explique. Nous, au Maroc, après la décolonisation, nous avons eu une 50aine d'années de problèmes intérieurs, de réflexions différentes. Après 50 ans, il y a eu une évaluation qui a fait l'objet d'une concertation nationale, qui a abouti à une transition politique,
qui a abouti à l'élaboration de la nouvelle constitution marocaine, laquelle constitution a été la base d'élections libres, générales, transparentes, sur laquelle il y a eu des vainqueurs, des vaincus, une coordination et une coalition qui est en train de gérer le pays, avec un slogan fondamental du gouvernement au Maroc, c'est d'améliorer en gardant la stabilité. Et si on arrive à instaurer les bonnes volontés au niveau de chacun de nos pays, si au moins dans un secteur donné, le plus simple, moi je suis d'accord avec Sir Rachid lorsqu'il dit « passons par la culture », je vous donne un exemple. Moi je suis un député de Fès au Maroc. Et à Fès, nous organisons chaque année un festival des musiques sacrées du monde. Nous sommes ouverts sur toutes les cultures, sur toutes les civilisations, sur toutes les religions. Et c'est extraordinaire ce que ça peut rapprocher les gens. Donc les gens font de Fès, donc dans le dernier, la 11e, dans la 11e destinée la plus brisée au monde, parce que justement il y a une ouverture sur l'autre. Et c'est dans l'autre qu'on voit notre image propre, et c'est ce qui nous permet d'avancer tous. Donc lorsque je dis la volonté des peuples, je l'ai annoncé au départ, je persiste et je signe à l'arrivée, il faudrait que les peuples fassent pression pour qu'il y ait de la démocratie. Et lorsque le slogan donc, du printemps arabe est repris par un maghrébin de chez nous, Abou Qasim Chabbi, qui dit « Idal sha'bu yawman arad al-hayat, fala buddan yastajib al-qadar » je dirais que les peuples doivent prendre leur destin par les mains et qu'ils aillent de l'avant dans le sens de l'amélioration de leur situation, Merci. dans le sens du lobbyisme fondamental pour que tout le monde et les économistes qui doivent trouver leur compte, et j'en suis convaincu, et je travaille dessus tous les jours. Il faudrait que les politiques... Merci Omar Persiveri, je suis obligé de vous interrompre. Il ne nous reste plus de temps. Je vais donner 1 minute à Brahim Younsi et 1 minute à Rachid pour conclure. Brahim Younsi, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. On ne peut pas clore ce débat, parce qu'il y a quand même, il faut regarder la réalité. Tout ce qui a été dit est très bien, et cela se dit depuis des décennies. Mais il y a une question qui constitue le nœud et qui empêche l'Union d'avancer. C'est la question du Sahara occidental. Il faut absolument que ce problème-là est central dans les divisions, en tout cas entre l'Algérie et le Maroc. Non, on ne peut pas taire cette question-là. Cette question-là qui fait que, à la fois, le Maroc et l'Algérie se font une course effrénée à l'achat d'armes, à l'armement, qui grèvent leur budget, et l'un et l'autre. C'est-à-dire que cela se fait aussi au détriment du développement économique. C'est-à-dire qu'il faut absolument, dans le cadre des Nations Unies ou dans un cadre maghrébin, trouver une solution qui satisfasse à la fois les uns et les autres, et notamment les deux protagonistes sur cette question-là, qui devient de plus en plus dangereuse dans la région. Et je reviens au traité d'Ifrane. Le Maroc revendiquait un ensemble de territoires dans la Mauritanie. Et le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. Merci Ibrahim, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Je signale juste que si nous n'avons pas traité de cet aspect du Sahara, c'est pour éviter dans un premier temps les sujets qui fâchent, les sujets qui nous divisent. Mais cela ne veut pas dire que nous n'y viendrons pas. Lorsque la situation se sera un peu apaisée, nous y viendrons et nous en discuterons entre frères. Ibrahim, je vous remercie. Je m'excuse de ne pas vous redonner la parole. Rachid, le mot de la fin. Oui, cette histoire du Sahara occidental, ça a été épineuse. Elle a littéralement fait saigner le Maroc, l'Algérie, etc. Et effectivement,
il faut trouver une dynamique autre que ça parce que les dirigeants sont dans des pôles opposés et c'est un blocage. Mais il faut voir la chose d'une autre manière et créer une autre dynamique. Nous avons plus de 100 millions de personnes dans tout le Maghreb, une homogénéité ethnique, identitaire, linguistique, un potentiel économique énorme, une position stratégique entre le nord et le sud, entre l'Atlantique et l'océan Indien. Et je ne sais pas pourquoi on ne peut pas déclencher une certaine dynamique qui va faire de cette région une puissance régionale avec un poids politique extraordinaire, autant où les gens, les Européens et d'autres font des blocs alors que leur homogénéité n'est pas là. Merci Rachid. Avant de conclure, je voudrais signaler que le général Ben Hadid, qui croupit dans les geôles du régime algérien pour avoir osé dire certaines vérités, a entamé une grève de la faim. Nous en parlons parce que nous soutenons tous ceux, quels qu'ils soient, qui entrent en résistance et qui ont le courage de dire la vérité, toute la vérité, quoi qu'il leur en coûte sur la tragédie qui a endeuillé le peuple algérien. Le grand Maghreb des peuples est un rêve en marche. Il se réalisera parce que rien ni personne ne pourra séparer nos peuples parce qu'ils sont naturellement un grand et seul et même peuple. Le régime algérien aujourd'hui est le principal frein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, et le principal frein à l'avènement d'un grand Maghreb. Nous espérons que tous les pays du Maghreb soient représentés par des États, des gouvernements légitimes, des élus vraiment élus, et que nos peuples iront naturellement vers l'avènement de ce grand ensemble. Merci. Salam alaikum wa khair bislama.